Est-ce qu'on va pouvoir y aller à continuer notre... ouais, les micros vont être ouverts, je pense. Ah, merci beaucoup, ravi de vous retrouver. On va continuer sur notre petit cheminement qu'on a commencé ce matin sur le temps de la mode et sur les différents moments, surtout de la mode. On a parlé créativité, on a parlé conception, on a parlé production. Et qu'est-ce qui vient après la production? Il faut bien distribuer tout ceci. Alors c'est vrai que l'homme qui est à ma droite, Thomas Uriez, aurait pu très bien être là ce matin côté production, hein, en tant que fondateur et dirigeant de 1083. Mais voilà, on va l'entendre aussi sur autre chose, parce que vous allez voir que 1083, c'est toute une histoire. Il y a également avec moi Sophie Hersan, directrice mode et cofondatrice de Vestiaire Collective, leader mondial de la mode d'occasion, de la mode de seconde main. Alors, leader européen, mais... Européen, je peux vous mettre mondial aussi aujourd'hui, vous serez mondial. Allons-y, allons-y. Et puis, donc, à ma gauche, Karine Vernet, bonjour. Alors, on va peut-être... Vous prenez un micro, voilà. Thomas, vous avez un micro, super. Directrice développement e-commerce, printemps.com. Vous êtes aussi directrice des marchés mode, homme, mariage et voyage. Et puis, vous êtes membre du COMEX du printemps. Et en ce moment, le printemps.com vous occupe un petit peu. On va y venir dans un instant. Le temps d'une distribution réinventée. Vous allez me dire, la distribution, de toute façon, elle est ce qu'elle est. À un moment donné, il faut acheminer ce qu'on a imaginé, créé, produit vers le client. Sauf qu'on a vu depuis quelques années, il y a d'autres circuits qui se sont mis en place. Et puis, il y a différentes manières de distribuer. Bien sûr, il y a le e-commerce, mais pas que. Thomas, 2013, vous lancez 1083. Au départ, c'est une marque de jeans. Aujourd'hui, mine de rien, c'est 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, parce que vous êtes installé à Romans-sur-Isère. Vous avez grossi, donc un chiffre d'affaires qui a été multiplié par combien? Par 40. Par 40, voilà. 150 emplois créés. Vous avez investi dans une filature, dans du tissage, dans les Vosges, dans 2 ateliers de confection. Il y en aura bientôt un à Paris, c'est bien ça. Un atelier de délavage en Romans. Pardon, je préfère repréciser tout ça pour voir un petit peu comment vous vous positionnez dans ce paysage-là. Et puis après, il y a la distribution. Et là, vous m'avez raconté que pour la distribution, en fait, vous avez étudié les choses. D'ailleurs, comme pour la production, vous avez regardé ce qui se passait sur le marché et vous avez dit, bon, alors, comment ça se passe? Pourquoi chez certains, on paye un jean tant? Pourquoi chez d'autres, on paye tant? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un endroit où on peut gagner? C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai grandi à Romans. Donc, Romans, c'est la capitale de la chaussure. À Romans, donc l'industrie textile, où la mode s'est beaucoup développée pendant les 30 Glorieuses. Et donc, moi, quand j'ai ouvert mon magasin en 2007, avant de créer ma marque de mode, mon magasin de mode éthique, je me suis beaucoup inspiré de l'histoire de Romans. Et je me suis aperçu que pendant les 30 Glorieuses, en réalité, si la mode s'était à ce point développée à Romans, c'est parce qu'on était déjà sur un mode de circuit court, où en fait, le fabricant était aussi la marque, c'était intégré. Cette entité-là vendait aux commerçants qui vendaient lui-même aux consommateurs. Donc il n'y avait que 3 acteurs pour que cette filière fonctionne, avec du coup des coefficients multiplicateurs très raisonnables, de l'ordre de x3, x4. Lorsque ces boîtes ont été revendues, donc généralement 30 ou 40 ans après-guerre, donc les années 70-80, et bien là on est passé dans un mode de gestion beaucoup plus froid, je dirais, avec des repreneurs qui souvent ont gardé de cette entité double marque et fabrication que la partie marque, parce que c'est la partie la plus confortable, celle où on gagne de l'argent, et ont abandonné progressivement la production. Donc la marque est devenue comme ça un intermédiaire entre le fabricant et le consommateur, et le commerçant, pardon. Et du coup, la filière s'est complexifiée avec plus d'intermédiaires, plus de marge, des intermédiaires souvent gourmands, un peu court-termistes parfois. Et dans les années 2000, cette filière s'est resimplifiée quand des commerçants, clients de ces marques un peu trop gourmandes, se sont dit « mais tiens, moi je suis Decathlon par exemple, j'achète des centaines de milliers de paires de chaussures à Adidas qui les fabrique au Bangladesh, et pourquoi pas moi faire la même chose ?» Et moi ça m'a sauté aux yeux en 2011-2012 quand j'ai décidé de préparer la création de ma marque de jeans, puisqu'en fait quand j'allais dans un magasin H&M et dans un magasin Levi's, je trouvais un jean fait au même endroit, qui se ressemblaient vraiment fortement. Et donc, j'avais du mal à comprendre comment l'un pouvait être 3 fois le prix de l'autre. Et en fait, j'ai compris que la compétitivité, elle était à ma portée, qu'il s'agissait principalement d'une question de distribution, de choix de filière.
Et donc, j'ai fait comme H&M, j'ai fait comme Zara, comme Decathlon, mais aussi comme Charles Jourdan, comme Stéphane Kellion à leur époque. J'ai choisi un mode de distribution plus court. Et donc, je me contente de coefficients multiplicateurs de x2 ou x3 entre le prix de revient et le prix de vente au consommateur, contre x10 pour mes confrères américains. Et c'est ce qui me permet de faire du bio et des jeans filés, teints, tissés, coupés, cousus, délavés en France au prix des jeans américains, c'est-à-dire 100 €. Voilà le résumé. Ah, ça commence fort. Hein. Alors, racontez-nous, une fois que vous avez dit ça, très concrètement, ça veut dire que où vous distribuez vos jeans, vous faites des choix, on imagine que vous le faites tout en direct. C'est pas exactement ça. Eh ben, c'est pas exactement ça, parce qu'on a trouvé d'autres petits chemins de traverse. Donc effectivement, on a démarré, comme moi j'étais commerçant à la base, on a démarré par vendre dans mon magasin, puis vendre sur Internet. Et après, on a eu beaucoup, quand on est fort en B2C, donc sur Internet, on génère automatiquement des appels B2B, puisque du coup, il y a des magasins qui disent « Ah ben tiens, j'aimerais bien distribuer 1083 », donc ils nous contactent. Mais nous, au début, on n'avait pas prévu de pouvoir leur distribuer. Et puis, on s'est aperçu, comme on était nous-mêmes commerçants, qu'entre les 50% de marge dont a besoin un commerçant, en théorie en début de saison, un commerçant il fait un coefficient de 2,4, généralement entre le prix d'achat et le prix de vente TTC. Ce 2,4, c'est x2 pour faire 50% de marge plus la TVA. En réalité, ces 50% de marge qu'il a en début de saison, il ne les a pas en fin de saison. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle les soldes, qui fait qu'on dégrade sa marge. Et en réalité, le bilan d'un commerçant, s'il fait 40% de marge à la fin de l'année, il est content. Et 40%, c'est un coef2. Donc ça veut dire que s'il veut vendre un jean 100 € et qu'il n'a pas à le solder, alors on peut le lui vendre 50 €. Et si ce jean, il nous a coûté 33 €, souvenez-vous des 100 € divisé par 3, alors on fait 17 € de marge hors taxe, donc ça fait 33% de marge, ce qui est une marge de grossiste, donc ça tient la route. C'est-à-dire que quand on a un coef de 3, avec un coef de 3, on peut permettre à une structure de distribution un peu courte, mais pas trop puisqu'il y a un revendeur, de fonctionner, d'être rentable à la condition de ne pas faire les soldes. Et alors comment on fait pour ne pas faire les soldes? Et bien, du coup, on propose à ses clients, les commerçants, des jeans et on les assure de pouvoir leur reprendre leurs invendus. C'est-à-dire qu'en fait, on rend le stock le plus liquide possible. Si jamais il y a une référence qui ne va pas ou un modèle qui va le changer, ils nous le rendent. Soit on retourne, soit on rembourse, il n'y a aucun problème. On échange, on fait tout ce qu'ils veulent avec le stock. Nous, comme on est sur un mode de production en circuit court, on n'a pas beaucoup de stock. Donc si jamais on avait un afflux d'un jean de chez un commerçant, c'est pas grave du tout. On l'absorbe facilement puisqu'on vend ces jeans sur Internet. Et du coup, vous les choisissez, ces commerçants, parce que tous peut-être n'acceptent pas d'abord cette règle du jeu. Et puis, toujours dans votre engagement à tous les niveaux, c'est aussi de se dire, c'est tous ces revendeurs multimarques aussi qui sont souvent dans les centres-villes, voire dans les petites villes, et qui ont du mal à avancer, qui sont écrasés peut-être un petit peu par les enseignes. C'est cela aussi que vous décidez de faire rentrer dans votre galaxie. Oui. La clé de 1083, c'est la proximité. Parce qu'en fait, on sait tous qu'on va dans le mur un peu avec ce monde qui est un peu glouton. Et même si on le sait de manière rationnelle, comme on est des êtres humains et pas des robots, et nos modes de décision ne sont pas rationnels. Ça ne suffit pas de savoir, en fait, il faut le vivre, il faut le ressentir pour changer sa consommation, changer le monde dans lequel on vit. Et le meilleur moyen, il me semble, de changer les choses de manière irrationnelle, c'est la proximité. Parce que quand on est proche les uns des autres, on se respecte, on fait plus attention. C'est un exemple qu'on prend souvent, mais Teddy Riner, quand il rate un combat, il se fait insulter sur les réseaux sociaux. Si les gens disaient ça à côté de lui, à côté de lui, on ne dirait pas ça. Donc en fait, la proximité, c'est imparable. Quand il y en a parmi vous qui fument peut-être, le cancer, on l'a dans 30 ans. Donc c'est moins grave que si on l'avait dans 30 jours. Et si on avait le cancer au bout de 30 jours, on fumerait moins. Donc cet impact immédiat, cette proximité, elle change tout. Et donc ça se traduit chez 1083 par la volonté ferme de relocaliser la fabrication en France, mais aussi de relocaliser la distribution en centre-ville. Parce que nous tous, alors à Paris on le voit moins, mais moi j'habite à Romans, dans la Drôme, et toutes les villes moyennes, les centres-villes sont à pleurer par rapport au développement des zones commerciales en périphérie. Et donc si on veut arrêter d'être victime de ça, et on en est tous victimes, soit parce qu'on habite en province, soit parce que quand on visite un chouette village, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de restaurants ou plus de médecins ou plein de trucs. Et du coup, si on veut arrêter, si on veut enrayer ça,
Alors, en tant que consommateur, il faut router sa consommation vers le commerce de centre-ville. En tant que politique, il faut arrêter d'ouvrir des zones commerciales en périphérie. Et en tant qu'entrepreneur, nous tous, là, eh ben, il faut arrêter de distribuer dans ces zones commerciales. Donc nous, quand on a des clients qui nous démarchent, des revendeurs, on privilégie systématiquement, quand on a le choix entre deux types de magasins, on privilégie systématiquement le centre-ville. Donc ça, c'est aussi, 1083, c'est très politique parce que tout est politique et la distribution en fait partie. Vous n'êtes pas du tout vendu en grand magasin ? Si on a des partenariats aussi, mais quand on a le choix, on privilégie le centre-ville. Alors, quand vous entendez tout ça, on est dans une autre dimension avec vous, Karine Vernet, au printemps. Le printemps, ceci dit, vous êtes partenaire des marques, de nombreuses marques qui ont fait des choix, et vous les accueillez, ces petites marques, même les marques engagées. Aujourd'hui, le grand magasin est toujours le grand magasin, mais on sait qu'il est un petit peu bousculé, ce modèle-là. Comment vous cherchez, comment vous travaillez pour continuer à rester dans la course ? Alors, justement, je crois beaucoup à votre discours sur la proximité, parce que je pense qu'effectivement, c'est le seul moyen de rester au contact de ce qui se passe dans la mode. Malgré notre taille, effectivement, parce qu'on peut se dire, oui, le printemps, en fait, ils ont des dizaines des équipes très importantes d'acheteurs, ils ne s'intéressent qu'aux grandes marques, etc. Donc, nous, non seulement on lutte contre ça, mais on a dans notre ADN depuis toujours le fait de sélectionner des nouveaux talents. Ça fait vraiment partie de l'esprit de l'ADN du printemps, qui est d'ailleurs très bien relayé par nos clients quand on fait des focus group ou quand on va au contact du client. C'est quelque chose qu'il nous dit très couramment, parce qu'en fait, on a des espaces qui sont vraiment réservés à ces créateurs. Et j'en veux pour preuve, donc justement, le dernier grand chantier qu'on a fait, parce qu'on a fait quand même, on a ouvert fin janvier 2017, donc ça fait déjà 2 ans et demi, un chantier assez titanesque sur le nouveau printemps de l'homme et juste derrière sur le nouveau printemps de la beauté, de la maison et de l'enfant. Mais particulièrement sur l'homme, on a réservé, 200, 300, 400 mètres carrés par étage à des espaces de jeunes créateurs. Donc ça, c'est un peu... Alors, je ne veux pas dire que c'est ultra nouveau, mais il faut le faire, il faut le suivre dans le temps, en fait. Le sujet n'est pas seulement de se dire, bon, on fait l'ouverture d'un nouveau grand magasin et pour le buzz, on se dit, oh, c'est très bien qu'il y ait de nouveaux créateurs et donc des créateurs, je dirais, plus petits. Et donc, on ait des espaces réservés à ça. C'est qu'il faut les suivre. Il faut les repérer, il faut accorder des budgets d'achat à ces jeunes, à ces créateurs. C'est une gestion qui est beaucoup plus compliquée parce qu'en fait, ce sont des personnes qui travaillent de façon, et c'est en aucun cas une critique, de façon beaucoup plus artisanale. Donc, elles ne sont pas processées, etc. Donc, il faut rentrer tout ça dans SAP. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. En général, combien de temps vous leur donnez pour s'épanouir et pour faire leurs preuves ? Alors, plusieurs saisons, c'est sûr, parce qu'en fait, on sait très bien qu'au bout de même 1 ou 2 saisons, étant donné le rythme des collections, déjà, quand vous référencez une première marque sur une saison, vous achetez la 2e saison sans avoir les connaissances des résultats de la première. Donc, c'est mécanique. Et en général, on laisse la marque au moins 3 saisons. Donc ça, c'est vraiment un point auquel le printemps tient énormément. Et on a plutôt, je dirais, beaucoup de succès dans ce domaine, puisque notamment avec le nouveau printemps de l'homme, au départ, quand on a eu ces fameux débats en interne de dire quelle surface on accorde à ces créateurs, évidemment... Il y a eu beaucoup d'avis contradictoires en disant oui, bon, on va faire ça à l'ouverture, puis après, 6 mois après, on sait comment ça va se passer, tout ça va se réduire, et puis on va accorder ça à des marques plus structurées, plus Et en fait, pas du tout. 2 ans et demi après, non seulement les espaces sont les mêmes, mais au contraire, on va même vers la multiplication de ce genre d'espace. Alors, vous disiez comment on les repère. En fait, là aussi, c'est une histoire de mentalité, c'est de garder, malgré le côté, je dirais, relativement processé d'un grand magasin, parce que avec le volume de marques que l'on traite, etc., on ne peut pas se permettre
d'être trop artisanal sur beaucoup de choses. Malgré ça, moi j'incite vraiment les équipes à voyager, à sortir du bureau, à lire, à se cultiver, à aller voir des expos, etc. Aller dans les territoires. Voilà, c'est fondamental. Alors je ne dis pas qu'on a la prétention, loin de là, de repérer tous les nouveaux acteurs et créateurs sur le marché. Ça serait totalement faux parce que dans la mode, aujourd'hui, c'est extrêmement large. Il y a une créativité, un potentiel au niveau international, parce qu'on peut parler de la France, mais il y a partout dans le monde, en Scandinavie, en Asie, aux États-Unis, etc. Il y a énormément d'initiatives et de talents. Donc on ne peut pas tout couvrir, mais vraiment, moi, j'incite les équipes à avoir une démarche qui est à la fois, justement, là où il faut les deux cerveaux, c'est-à-dire il faut à la fois une démarche très processée sur des très grosses marques, parce que voilà, il faut savoir leur parler, il faut savoir les développer, et puis à la fois avoir un contact terrain très, très pragmatique. L'autre point important, ce que disait Thomas, il se vend d'abord sur son site internet. Au printemps, on n'a pas encore, pas tout à fait développé le site internet. Oui, vous n'êtes pas les seuls, les grands magasins sont en retard, disons les choses telles qu'elles sont aujourd'hui sur ce sujet-là. Comment vous l'appréhendez aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible de rattraper le retard? Et du coup, comment vous imaginez faire? Alors, sur ce qui ne concerne pas la mode, vous avez avancé d'un coup très vite parce que vous avez acheté du coup quelqu'un qui fait ça très bien dans l'ameublement. Mais comment vous l'imaginez sur la mode? Alors, en fait, c'est vrai et c'est faux de dire qu'on n'a pas encore de site internet, puisqu'en fait, le printemps a déjà 2 voire 3 sites internet actifs. Donc, on a effectivement acquis, il y a, je ne sais plus, 6 ou 7 ans de ça maintenant, donc un acteur majeur sur le marché qui est Place des Tendances, donc qui est 100% intégré au printemps et qui est actif donc sur le segment qu'on appelle affordable luxury, donc une mode contemporaine qui n'est pas une mode luxe et qui n'est pas non plus un entrée de gamme. Donc cette entité qui était un pure player à l'époque est extrêmement dynamique et a continué à se développer de façon très forte également au sein du printemps. Et là aussi, on a laissé à Place des Tendances une autonomie majeure pour pouvoir continuer à se développer. On a Citadium, qui a un site e-commerce depuis plusieurs années déjà. Nous venons d'acquérir Made in Design, donc dans la maison et le design. Et puis, là où effectivement nous n'étions pas encore présents, c'est sur la partie haut de gamme, donc luxe créateur, qui correspond en fait au développement du retail que nous avons fait récemment dans les rénovations que j'ai décrites. Donc là, c'est vrai qu'il y avait une inadéquation, puisque dans le retail, le luxe et créateur est très fort et qu'on n'avait pas l'équivalent en e-commerce. Donc c'est ce qu'on est en train de faire et on va lancer donc début d'année prochaine un site qui est entièrement dédié justement au luxe et aux créateurs. Mais on sait que c'est compliqué parce qu'on voit le bon marché, c'est 24S par LVMH, ça a été lancé il y a un an, on y va un peu plus d'un an, on y va petit à petit. Le Galeries Lafayette, on est sur le même chantier. On sent bien que c'est compliqué quand même cette histoire-là. Et surtout que pendant ce temps-là, il y a plein de choses. Il y a toutes ces petites marques qui sont digital natives, donc qui se vendent sur Internet, donc qui arrivent avec ce savoir-faire-là, cette agilité-là. Et puis, il y a un marché qui s'est mis en place en parallèle grâce à vous. Oh là, parallèle, secondaire. Secondaire. Et oui, parallèle, on peut. Non, ça, c'est une mauvaise connotation. Un peu. Ouais, j'entends bien. Pardon, Sophie. En tout cas, Vestiaire Collectif, 10 ans. Donc ça fait maintenant quelques années. C'est combien? 9 millions de membres c'est ça, 9 millions de membres, 8000 nouveaux produits par jour et près de 400 collaborateurs en France, bien sûr, mais à l'étranger et dans les centres logistiques. Est-ce que vous pouvez rappeler, juste parce que tout le monde connaît, j'imagine, le nom de Vestiaire Collectif, comment ça fonctionne? Alors, je suis rassurée parce qu'il y a quand même une grosse majorité de femmes, comme il y a 85% de la communauté de vestiaire qui est féminine. Peut-être que vous connaissez Vestiaire Collectif. Je remets juste un petit peu dans le contexte, il y a 10 ans, il y a même 11-12 ans, le temps qu'on réfléchisse, on était complètement
On était choqués un petit peu par toute cette surconsommation. Et il y avait évidemment beaucoup de fast fashion, ce qu'on appelait la fast fashion, et on se dit, mais on consomme sans réfléchir. Donc on est venu avec cette idée de vestiaire en se disant, mais on va disrupter un petit peu ce marché de la mode, et je venais de ce marché de l'industrie traditionnelle, en proposant une façon plus responsable, en tout cas, de consommer. Changer sa façon de consommer moins. Alors, je vous rappelle qu'on consomme 400 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans. Donc on en est encore loin. Consommer mieux, donc des articles de meilleure qualité, et gaspiller évidemment moins. En réalité, on porte 40% de ce qu'il y a dans nos dressings. Donc les 60%, on se dit que c'est du gaspillage. Bien sûr. Et il y a 10 ans, il fallait être un peu malin. On était en pleine crise et on se disait, plutôt que d'aller acheter, je vais d'abord vendre. C'était one out, one in. On vend et ensuite on rachète. Comme on n'a pas beaucoup parlé de la seconde main, je pense, ce matin, je peux redonner quelques chiffres, parce qu'on parle du boom de... Juste avant de venir au marché de seconde main, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer très concrètement comment ça se passe quand on veut vendre, pour voir votre business model, et puis après on passe au marché de seconde main. Donc, communauté mondiale d'acheteurs et de vendeurs. Vous vous inscrivez, vous allez proposer un article à la vente. Il ne sera pas automatiquement mis en vente. Voilà, c'est un petit peu la différence. Il y a 10 ans, on était certainement inspiré un peu par eBay, mais on trouvait que c'était très insécure comme place de marché. Donc vous avez proposé, et nous on va dire, on essaie de mettre le meilleur de la mode sur le site. Notre tagline, c'était nous vendons ce que nous aimons. C'est vrai, mais aussi nous allons proposer ce que nous savons vendre. Et on savait ce qui allait se vendre. Donc il y a un premier filtre d'égalité, on appelle ça la curation, la modération, où on a des équipes, on a des humains derrière. Là, il n'y a pas de machine, même si on a beaucoup d'algorithmes aujourd'hui qui sont rentrés dans le modèle. Pour nous aider, il n'y a qu'un humain qui va pouvoir dire ce sac-là, oui, il est sold out partout et il est de ce coloris-là, donc il sera plus désirable qu'un autre. L'algorithme, il va dire, on le vend très 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 bien en 7 jours, avec 30% de revente derrière. Mais voilà, il y a des humains derrière qui vont dire, ça, on a une demande, comme on est mondial, donc on est, vous l'avez dit, on est en Asie, on est aux États-Unis et on est dans toute l'Europe. On doit étudier un petit peu toute cette map du monde pour se dire, là, il y a un produit qui est très fort, on peut l'avoir en France, mais en fait, il va partir en Angleterre, aux États-Unis ou même plus loin. Donc, première étape, j'essaie d'aller plus vite, vous le proposez, il est accepté ou il est... on va vous dire, il est mal placé au niveau du prix, on va essayer de vous conseiller. Une fois qu'il est en ligne, là, tout le monde peut l'acheter. Sauf restrictions, évidemment, certaines restrictions, fourrure, lunettes, etc., vêtements pour enfants, qui ont des problèmes pour être exportés. Et l'acheteur, il trouve acheteur. Et là, vous parliez de nos hubs logistiques, mais il y a une évolution aussi sur ce point-là. Mais en tout cas, 100% des articles jusqu'à ce début d'année, des articles vendus, transitaient par un de nos centres logistiques. Et là où on a amené une valeur de trust, pardon, je ne sais pas le mot en français. De confiance, merci. C'est que plutôt on ne savait pas trop ce que vous alliez me proposer et moi recevoir un article d'un particulier, j'étais pas sûre non plus de son authenticité. Donc ça a été le point de départ de Vestiaire aussi, c'est de dire on va essayer de protéger les consommateurs d'un envoi qui ne serait pas conforme à ce que le vendeur aurait pu prétendre pour son article, mais aussi on va s'assurer de protéger un peu les marques. Encore une fois, c'est protéger notre industrie et protéger les produits. Voilà. Et donc on a créé des nouveaux métiers. Moi, j'étais la première authentificatrice dans la boîte, puisqu'on n'était que 4. Je connaissais bien le marché du neuf, mais quand j'ai vu les produits arriver, effectivement, il a fallu que j'aille chercher de toute cette industrie traditionnelle, des profils, des talents de maisons de vente aux enchères, pour les ramener dans un modèle digital. Voilà, ça c'était il y a 10 ans. On a construit les bases, donc c'était de l'inspiration, parce qu'encore une fois, on a voulu amener de la mode. C'est plein de dictats la mode, donc et on sortait de des journalistes qui ont été
plus ou moins, pardon s'il y a des journalistes dans la salle, mais un petit peu chatouillés par les blogueurs maintenant par les influenceurs. Bon, après, il y aura une autre génération. Mais on a installé cette mode, cette photographie de la mode, encore une fois. Qui ne suit plus effectivement de saison, qui ne suit plus forcément le temps de la mode, parce qu'il suit les arrivages, même si ce n'est pas un très joli mot, mais en tout cas ce qui arrive au flux, et on vient chercher quelque chose de spécifique. On sait que 62% des consommateurs vont vers la deuxième main aussi parce qu'ils ne trouvent plus le produit dans le marché. Ah oui. Donc quand on parle de la seconde main, ça peut être la seconde main d'il y a 2 mois. Absolument. C'est ça, parce que seconde main, on s'imagine celui vintage, voilà. qui a plus de 15 ans, 20 ans. Non, seconde main, à partir du moment où vous sortez de la boutique, que vous avez sorti le produit de la boutique, il devient seconde main. D'accord. Voilà. Une petite commission, vous prenez au passage ? Oui. Pour le business model ? Oui, on prend une commission. Alors, notre commission aussi, elle a changé. Il y a aussi eu... Alors, je ne sais pas si c'est la concurrence qui nous a fait réfléchir. Je crois surtout que c'est la communauté. Aujourd'hui, on ne parle plus de clients. C'est une communauté. Alors, on l'entend beaucoup, mais nous, on a construit cette communauté parce que c'est le consommateur qui nous dit, en fait, un petit peu ce qu'il faut faire. Il y a un gros... Nous, on a démocratisé la mode il y a 10 ans et surtout le luxe. Et on va parler de Vinted qui a quand même démocratisé la deuxième main. Il y a eu du matraquage de publicité. On a compris qu'on pouvait revendre. La revente, c'est la nouvelle vente, quoi. Enfin, c'est ça, on est passé du luxe à la mode plus accessible, effectivement. Voilà. Donc, on avait en moyenne 20-25% de commission avant sur un article. Évidemment, dégressif, plus l'article était cher, plus la commission était basse. Et on est revenu sur cette commission. On a réussi à réduire une commission importante sur les articles de moins de 150 € avec une commission de 15 € pour vestiaire. Donc vous vendez un article à 150, vous avez 150 moins 15. On va venir tout de suite sur le marché de seconde main, mais justement par rapport à ce que vous dites, à partir du moment où on sort de la boutique, on est sur la seconde main. Est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai croisé un vendeur au printemps qui me disait, mais oui, les gens aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent, ils regardent le prix, mais ils regardent surtout la valeur que va pouvoir avoir ce qu'ils achètent dans quelques mois, dans quelques années. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que vous avez vu ce phénomène-là arriver ? Oui, clairement, on voit ce phénomène arriver. Après, c'est vrai que il faut intégrer toute cette nouvelle façon de consommer au sein de nos points de vente. Ça, c'est clair. Après, la seconde main, c'est quelque chose... Comme vous l'avez très bien dit, c'est un business model à part. Et c'est quelque chose qui est pour le coup très compliqué pour les grands magasins à intégrer, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, les marques, bizarrement, ne sont pas toujours forcément d'accord. Oui, ça. Chez nous, oui. Alors qu'elles peuvent complètement l'être chez vous. Même si elles n'étaient pas forcément au départ. Parce qu'en fait, vous avez votre identité, votre colonne vertébrale, elle est faite sur ce business model-là, donc elles savent que ça existe, que c'est un business model et que ça, à la limite, ça valorise leurs produits d'origine. Quand elles sont vendues à full price sur les collections qui viennent de sortir dans un grand magasin, elles n'ont pas forcément envie que dans ce même grand magasin, il y a aussi de la seconde main. Voilà. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Néanmoins, on a déjà fait des initiatives et on va continuer sur ce sujet. On a eu des pop-up, notamment on a eu la marque Tilt en seconde main. On a fait toute une opération, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, il y a 6 mois de ça, sur le upcycling, sur le recycler, reproduisez, rendez vos vêtements, etc., qui a eu un très, très bel écho auprès de nos clients et auprès globalement de l'industrie. Et dans cette opération, on avait travaillé en partenariat avec Andrea Cruz, qui a fait des collections, une capsule particulière avec des vêtements, des bouts de vêtements en fait récupérés, dont elle a refait des vêtements. Et ces vêtements ont été recousus par des femmes en réinsertion.
Voilà. Donc, en même temps, on crée aussi, on a l'impression de faire un petit peu de bien, je dirais, à la planète, d'être et à la fois d'avoir une vraie mission sociale. Donc, on a des initiatives, on y va, mais c'est vrai que c'est à l'origine, c'est pas nativement notre business model. Donc, c'est à intégrer dans un écosystème qui est celui du printemps. Oui, après, il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont prises dans le grand magasin, qui sont différentes, mais c'est vrai que pour ce côté-là, c'est un vrai sujet. On va y venir. Alors, ce marché de la seconde main, aujourd'hui, il croît plus vite, en tout cas dans le luxe. Il croît plus vite, hein, c'est ça, Sophie, que le marché du luxe tout court. 12% pour le marché de la deuxième main versus 3% pour le marché du luxe. Et vous le disiez, pourquoi on y vient à la seconde main? Vous le disiez tout à l'heure, c'est pour trouver un meilleur rapport qualité-prix? Pour plein de raisons. Je pense qu'au départ, il y a encore eu le marché a tellement évolué, mais c'est le consommateur qui a évolué plus vite que cette industrie, en fait. C'est vrai qu'il y a quelques années, on venait pour le prix, en se disant je voudrais m'acheter un article, je veux dire peut-être un article de luxe, je ne peux pas me le payer en première main. Et ça, c'est 71% des consommateurs aujourd'hui qui l'achètent en deuxième main parce qu'ils ne peuvent pas se l'acheter en première main. Après, il y a le consommateur aujourd'hui, et je vais beaucoup parler des millennials et de la génération Z, qui arrive, qui fera 50%, ça sera 50% du consommateur dans 5 ans. Donc ça veut dire qu'on a intérêt à répondre un peu à leurs demandes. Et aujourd'hui, comme ils sont digital native aussi, 70% de ces consommateurs-là, aujourd'hui, sont plus responsables et veulent acheter de façon plus éthique. Mais, pardon, oui. Est-ce que pour ceux qui ont les moyens aussi, c'est pas justement une façon d'en avoir davantage ? Puisque comme c'est un peu plus accessible, on peut s'en offrir davantage des produits de luxe. Est-ce qu'on n'est pas dans ce côté un petit peu pernicieux ? Moi, je trouve que la circularité aujourd'hui, elle vient même pour ceux qui ont plus de moyens. Disons que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils vont rentrer par la deuxième main et puis ils vont grandir, leur pouvoir d'achat va grandir et ils vont accéder à la première main. Parce que l'expérience reste toujours, quand vous achetez la première main, votre premier sac, je ne sais pas, Chanel, ça reste une émotion. Et les vendeurs, pour 32%, sont souvent des acheteurs de première main. C'est pour s'acheter un article. Donc, je trouve que la circularité, maintenant, elle fait quand même partie de notre façon de consommer. Mais je vous dis, c'est encore plus vrai pour les jeunes générations, dont c'est quelque chose de plus naturel. Alors, si je peux si j'ai une remarque par rapport à ça qui complète ce que vous venez de dire, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un double mouvement. Il y a exactement celui que vous décrivez. Et puis aussi, il y a le mouvement inverse, c'est-à-dire que nous, au printemps, on n'a jamais constaté autant de soif et d'attractivité pour les exclusivités des premières mains. Voilà. Donc, en fait, je pense que le mouvement, effectivement, il est double. Vous constatez une vraie croissance, mais de notre côté, à chaque fois qu'on fait des opérations en exclusivité avec des marques de luxe qui nous accordent, parce qu'on a un partenariat historique, fort, etc., des produits qui font pour nous des produits exclusifs, et là ça a été le cas encore récemment, on a fait au printemps Haussmann un atrium avec Prada par exemple, où on a fait des ventes mais qui je dirais, dépasse l'entendement, et la marque et nous on était assez subjugués par les choses. On avait prévu une quantité pour toute l'opération qui durait donc quasiment 2 mois et on a tout vendu en un jour. Et voilà, parce que mais je dirais juste, bien sûr il y a d'autres produits qui ont permis de tenir les 2 mois parce qu'autrement l'atrium était vide, mais là où on a tout vendu en un jour, c'est que en fait c'était des produits qui étaient exclusivement vendu au printemps Haussmann. Mais quand je dis exclusivement, c'est que là, la marque a vraiment joué le jeu. C'est-à-dire les a créés pour vous. Exactement. Et la marque ne l'avait pas non plus dans ses propres flagships. Donc une vraie exclusivité. Voilà. C'est ça le sujet. Effectivement, de plus en plus de ces collections capsules. On a aussi toutes les collabs. Et justement, est-ce que ça n'entretient pas la seconde main ? Parce qu'on a de plus en plus de toutes petites séries, de petites collections qui vont prendre de la valeur, forcément. Oui, et dès le lendemain. En fait. Dès le lendemain, elles sont chez vous.
On va pouvoir spéculer sur la mode, c'est cool. Mais, mais vous savez qu'il y a une course des baskets, hein? Oui. Les sneakers en font partie, c'est ce qu'on appelle les drops. C'est-à-dire qu'il y a des éditions limitées. Ça a commencé avec les sneakers. Maintenant, on le voit sur d'autres produits. Et je vous disais, 62% chez nous cherchent des produits rares, d'édition limitée, etc. Mais le phénomène de drop, c'est effectivement des séries limitées qui sont accessibles à peu de personnes. Je ne sais pas si vous aviez ouvert à tout le monde ou à juste vos très bons clients, ou je ne sais pas. Non, au départ, c'était le premier jour de l'ouverture de l'Atrium, on a ouvert à tout le monde. Ouais, mais effectivement, il y a certaines ventes qui sont ouvertes. Pour le coup, il n'y avait pas de pré-vente, il n'y avait pas de preview, etc. Mais ça fait forcément monter les prix, puisque tout le monde n'a pas pu y avoir accès. Mais ça a été l'effet des sacs Hermès. À un moment donné où on réduit la distribution, puisque c'est le thème du jour, forcément, si à un moment donné on peut en trouver plus facilement, le prix va naturellement va être supérieur. Ce qui fait un petit peu grincer les marques, mais c'est le marché qui fait ça. C'est pas nous qui fixons le prix, c'est la cote du marché. Thomas, vous souriez, mais vous souriez jaune. Qu'est-ce que ça vous pas inspire? En avoir peur, hein. Vous n'imaginiez pas peur. Non, je suis plus stupéfait que j'ai pas peur. Non, c'est juste, je trouve ça un peu dingue. Le discours commence par c'est éthique, on respecte, machin, etc. Ouais. Et puis ça finit par de la spéculation sur les vêtements. Bon, je pense que ça nous pose tous questions. Et je pense que du coup, ça doit vous interroger sur le sens profond de ce que vous faites. En tout cas, nous, on ne produit pas, encore une fois. Hein. Alors, après... Pour votre défense, Sophie, ne vous sentez pas attaquée. Mais non, parce qu'encore une fois, c'est effectivement le marché qui fait ça. C'est le marché qui fait ça. Ouais, absolument. Parce que vous ne vendez rien. Je ne fais que passer d'une main à l'autre et prolonger. Je pense que on essaie aussi de faire du bien à la planète. Prolonger de 9 mois la vie d'un produit, ça réduit de 30 à 40% des émissions carbone, de réduction d'eau et de déchets. Donc, et on pousse à prolonger la vie des produits, encore une fois. Mais on ne produit pas, on n'est pas responsable de ce qui sort sur le marché. Et ce phénomène-là, quand même, pardon, vous n'êtes pas encore sur ces exclusivités, mais n'empêche, quand vous faites des collabs, tout ceci ont une vie courte. On est bien d'accord, donc il y aura une série avec un tel, une série avec une telle, etc. Vous allez sortir une série de chaussures ou de sweats. À un moment, ça ne va plus exister. Mais peut-être qu'aussi, sans que vous le souhaitiez, à un moment donné, ces produits-là vont prendre de la valeur. Oui, peut-être qu'on se retrouvera chez vous. Non, c'est sûr, forcément, il y a ce risque-là. Après, ça dépend pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on cherche à construire pour faire ces choses-là. Nous, on investit dans des usines pour maîtriser la qualité des produits que l'on fait, pour prolonger leur durée de vie. J'ai sorti un bouquin le mois dernier qui s'appelle Remade en France, dans lequel le sous-titre, notre démarche, c'est pas de produire le plus de jeans possible, c'est qu'on en achète le moins possible en France. 1083 existe pour diminuer la consommation de jeans en France. Parce qu'en fait, on achète trop des produits pas assez qualitatifs. Et le seul moyen de gagner en qualité, c'est de se rapprocher de la fabrication, c'est de la maîtriser, c'est d'inviter le consommateur dans l'usine et c'est d'inviter l'ouvrier auprès du consommateur pour que chacun se responsabilise. Et la mode, effectivement, c'est pas que répondre à cet enjeu utilitaire-là, parce que on s'en souvient pas trop, mais quand on était tous poilus et qu'on vivait dans des grottes, et en fait, on ne s'habillait pas pour se protéger du froid, ni pour se protéger de la nudité. On s'habillait pour se parer déjà, parce qu'on se parait de bijoux. On n'avait pas besoin de vêtements, mais on en portait. Si vous allez au musée international de la chaussure à Romans, vous verrez que les premières chaussures qu'on ait retrouvées, elles n'ont aucun sens pratique. C'est soit des talons super hauts pour les chefs, soit des sortes de spatules, trop bizarres. Mais ça n'a rien de pratique. C'est vraiment un enjeu identitaire, le vêtement. Et donc, notre démarche, elle est de faire la pédagogie et la construction d'une filière de qualité pour que notre vêtement dure, et aussi, sur le plan identitaire, de faire des vêtements dans lesquels on se sente bien, mais aussi grâce auxquels on apprend à consommer mieux
et du coup être peut-être un peu plus raisonnable, soit en prix, soit en quantité de vêtements. Alors racontez-nous votre Black Friday. On a beaucoup entendu parler du Black Friday cette année. Racontez-nous votre initiative, justement. Donc, vous avez tous consommé au Black Friday, ne dites pas non. Grosse opération de promotion, de consommation, etc. Et vous, avec notamment le slip français, vous avez fait un Black Friday spécifique. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui, alors déjà, le Black Friday, c'est vraiment une hérésie. Hein. Enfin, faire une promo juste avant Noël, c'est pas un commerçant qui a pu inventer ça. Ça n'a aucun sens de dégrader sa marge. Mais ça vient des États-Unis. Ça vient des je crois que États-Unis. c'est vraiment avant pour eux. Oui, parce qu'eux, ils ont Thanksgiving. Exactement. Voilà. Donc c'était oui, juste mais avant nous, on n'a pas Thanksgiving. Thanksgiving, Et du coup, on l'importe quand même. on est un peu moutonnier. Ouais. Bon. Et donc, voilà, pour nous, ça n'a pas de sens. On ne trouve pas que ce soit une manière de respecter nos clients que de s'inscrire dans un business model qui nous permette de lui faire des fausses promos ou des promos très opportunes à des moments donnés. C'est pas pour nous notre vision du respect du consommateur. Et du coup, on l'a pas fait, évidemment. Et plutôt que d'être dans cette dégradation de la valeur des produits, on a préféré se mettre dans la valorisation de la valeur de notre produit en consacrant une partie du chiffre d'affaires de ce jour-là, et sur le site du slip français et sur le site de 1083, au développement d'un projet de R&D qu'on a depuis 4 ans, qui s'appelle Mon Coton, qu'on a développé grâce à EcoTLC et grâce à l'ADEME, qui consiste à devenir producteur de coton en France. Alors pour y arriver, on a 2 stratégies possibles. La première, c'est d'attendre que le réchauffement climatique s'accélère, et dans quelques années, on pourra certainement devenir producteur de coton dans nos champs en France. C'est pas le chemin qu'on souhaite. Donc du coup, on a choisi un autre gisement, pour le coup, astronomique de coton, nos vieux vêtements. Et du coup, ces vieux vêtements, on n'a pas encore appris à les démonter mécaniquement pour en récupérer la fibre originelle, puisqu'on est dans une culture d'effilochage, dans le recyclage, donc c'est assez bourrin, et on fait de la poussière avec nos vêtements en quelque sorte. Donc nous, on a développé une technologie avec EcoTLC de détissage et de défilage pour retrouver la fibre originelle, la refiler, refaire un fil neuf avec et refaire des vêtements neufs avec. Donc ça demande beaucoup de R&D. On a été soutenu par l'ADEME. Là, on est dans la phase d'industrialisation. Et pour accélérer ça et pour permettre à d'autres marques de le faire sur leurs produits, nous, on a fait sur le jean. Bien là, maintenant, on va aider le slip français à le faire sur les sous-vêtements. Et ça a bien marché, votre Black Friday? Ça vous a rapporté un peu? On a cartonné. Ah bah voilà, bravo. C'est bizarre. On ne peut pas faire autrement quand même que faire le Black Friday quand on est le printemps? Alors, nous, on a effectivement résisté pendant. La première année, on ne l'a pas fait. La deuxième année, on l'a fait timidement. Bon, c'est sûr qu'à un moment, il y a quand même un engouement global qui fait qu'on n'a pas été spécialement moteur sur le sujet, hein, mais maintenant, on doit quand même un minimum suivre. Quand vous dites on n'a pas le choix, parce qu'effectivement, j'ai discuté avec d'autres distributeurs qui n'ont rien à voir, par exemple, et qui vendent la maison, etc., sur Internet. Ils m'ont dit, et oui, on n'a pas le choix. Mais Thomas, il dit qu'il fait le choix. Alors, je suis d'accord, on n'est pas dans la même dimension. Mais quand vous dites vous n'avez pas le choix, par rapport à quoi? Là non plus, c'est pas une accusation, c'est juste pour comprendre. Non, mais clairement, mais à la limite, je vais vous dire, on a toujours le choix. On pourrait très bien dire, on ne fait pas le Black Friday. Bon. Je ne pense pas non plus que ça soit, disons qu'évidemment, économiquement, malheureusement, maintenant, c'est quasiment une institution, donc on perdrait énormément. Mais bon, au-delà de ça, vous parliez tout à l'heure de proximité client. Et c'est vrai que ne pas le faire non plus, c'est aussi, il faut voir aussi la conséquence de ces actes. C'est ne pas le faire non plus, c'est aussi, quelque part, perdre aussi en proximité client, parce que beaucoup de clients nous reprocheraient aisément de ne pas le faire en disant moi j'ai pas de raison de venir au printemps parce que vous ne faites pas ce genre d'opération du coup je vais ailleurs, donc quelque part j'aime moins le printemps. Il y a ça aussi, donc c'est pas un sujet qui est si facile que ça, c'est pas blanc noir, c'est facile, c'est pas facile,
les choses sont plus compliquées. Je voudrais juste revenir 2 secondes en fait sur le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'on a l'air d'être les grands méchants loups en vendant ces exclusivités. Il y a des initiatives aussi qui sont faites par les grands magasins, et en l'occurrence, bon, je ne sais pas exactement quelle est, enfin, aussi précisément que pour le printemps, quelle est la politique de nos confrères, mais notamment là où je rejoins complètement, c'est la politique que nous avons eue sur la marque propre, par exemple, où là on signe vraiment printemps, donc on est entre guillemets retailer pour beaucoup de marques que l'on distribue, et puis on est aussi porteur de certaines valeurs sur la marque au printemps, qu'on a renommé d'ailleurs au Printemps Paris. On a fait un repositionnement il y a plusieurs années de ça. Et là aussi, alors peut-être avec moins de précision que ce que vous nous décrivez, mais moi je me suis attelée dans ce repositionnement à couper tous les approvisionnements qui venaient de Chine. Donc j'ai en une saison, et là on a pris des risques, mais énormes, parce que les marques propres, c'est quand même des gros volumes. Hein. Et ça s'est fait donc, entre 1 et 2 saisons en disant non, en fait, finalement, à la fois, c'est pas notre image, on n'a pas envie de le faire de cette façon-là. On a envie de promouvoir les acteurs français, les producteurs français, producteurs européens. On a envie aussi d'avoir de diminuer toute la consommation d'énergie, de carbone, voilà. Et donc, on se replace dans une dimension où les produits qui sont signés par Printemps sont dans une démarche beaucoup plus responsable. Donc on a switché complètement, mais une rapidité qui a été... C'était violent pour les collaborateurs. Donc effectivement, une démarche plus responsable sur votre marque distributeur. Malheureusement, le temps avance. Je voudrais juste signaler aussi, on a parlé de la seconde main, on a parlé en quelque sorte du direct to consumer, ou en tout cas la proximité importante, toutes vos initiatives. Il y a quelqu'un qui devait être avec nous, et puis en raison du contexte transport, social, etc., c'était un peu compliqué. C'était l'atelier Bocage. Je voudrais juste vous citer leur exemplarité aussi dans leur démarche, parce que d'autres commencent à le faire aussi. Il y a tout le système de la location dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est un système intéressant aussi que vous avez testé aussi au printemps. Et Atelier Bocage qui a lancé aussi un service d'abonnement mensuel pour ces chaussures, où vous abonnez, et comme ça vous pouvez changer de chaussures tous les 3 mois, je crois. Mais c'est pas évidemment pour les jeter ensuite. On est bien d'accord, pas d'inquiétude, Thomas. Après, ils sont en train d'ouvrir parce qu'ils ont leur usine où ils reconditionnent les chaussures, et du coup, ils ouvrent un site de seconde main. On revient sur le marché de seconde main. Mais il y a pas mal d'initiatives des marques elles-mêmes aujourd'hui aussi qui travaillent sur ce sujet. Ça travaille de louer leurs produits, voire de vous faire un petit peu de concurrence en mettant leur seconde main. Et juste pour terminer rapidement, Sophie, justement, peut-être que les marques vous ont un petit peu regardé attentivement, on va dire, quand vous êtes arrivé sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, elles viennent vous voir plutôt pour avoir des conseils pour se lancer dans le marché de seconde main, ou pour travailler avec vous rapidement? Oui, alors en tant que conseil, peut-être pas. En tant que fournisseur de data, certainement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans la collaboration qu'on va leur dire comment faire. En fait, on a vraiment ces 2 modèles tellement différents. Mais je pense que ça marche ensemble. Encore une fois, pour eux, c'est très positif pour acquérir de nouveaux clients, pour répondre aujourd'hui à la sustainability, pour faire partie de ces nouveaux écosystèmes, et pour recruter je le disais, recruter des autres clients, et répondre à cette jeune clientèle qui connaissent peut-être moins, encore une fois, je ne sais pas, les jeunes filles les jeunes garçons de 20 ans, est-ce qu'ils vont franchir le pas dans une marque de luxe si on ne leur crée pas une autre expérience que la simple vente? Demain, je ne crois pas. Je pense vraiment que le futur est à un moment donné qu'il va y avoir du drop, du dépôt et de l'achat. Alors ça peut se faire en circuit fermé dans la marque. Moi, je crois très fort aux multimarques. Encore une fois, on le voit, un acheteur qui achète, je ne sais pas, du Gucci, combien de fois il achète du Gucci dans l'année, mais il stick forcément à d'autres marques, et il achètera aussi du Balenciaga, et d'autres marques plus responsables, parce que Ganni, etc., et peut-être votre marque d'ailleurs. Donc,
cet éventail de marques qu'on peut lui offrir, c'est la réalité aujourd'hui. On ne peut pas les enfermer, on ne peut pas leur dicter ce qu'ils doivent faire. C'est eux qui nous dictent ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, les consommateurs d'aujourd'hui, ils ont envie de vivre une expérience. On en parle depuis 5 ans. Comment on va créer une expérience dans la boutique ? Et la boutique est super importante. Nous, on était pure player. Maintenant, on a une boutique. Vous-même, vous ouvrez des boutiques ? Alors, non. On est présent chez Selfridges. On a un corner permanent. Oui, mais ce n'est pas une boutique en nom propre. Mais c'est une présence physique. C'est une présence physique, absolument. C'est notre première présence physique. On l'a fait à Londres, du coup, parce que voilà, les valeurs de Selfridges, et ils ont eu envie d'innover aussi, mais ils ont compris qu'il y avait un vrai besoin d'innovation aussi chez eux et un vrai besoin de leurs consommateurs. Alors, on va arriver au temps des questions, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a quelques questions pour nos invités? Oui, monsieur. Question courte et efficace, s'il vous plaît. Courte à Monsieur 1083. Est-ce que vous faites de la publicité avec le mot vegan? Alors, on fait très peu de publicité déjà. Ouais. Le fait de surinvestir dans l'industrie et d'en faire la pédagogie est très engageant pour nos clients. Ça suscite un bouche à oreille très important qui fait qu'on dépense très peu d'argent en publicité. Je crois que c'est de l'ordre de 2-3% chez nous, contre 15 à 20% de chiffre d'affaires consacré à la publicité chez Facebook et Google, chez la plupart des gens qui font du e-commerce. Et on a des modèles qu'on dit vegan, parce qu'en fait, il n'y a pas de cuir, on a un jacqueron en tissu, on a des chaussures vegan aussi. Après, je ne sais pas si on fait de la publicité avec le mot vegan. Je vous disais ça parce que je suis allé chez vous, et moi, je ne suis pas vegan. Oui, Et pour votre information, L214 a touché plus d'1 million de dollars de la part des GAFA, parce que les GAFA actuellement créent des labos pour créer de la viande à base de cellules souches, et ils veulent détruire l'agriculture française. Alors, est-ce qu'on vous a forcé à acheter un jean vegan en venant chez 1083 ? Non, mais mon épouse, oui. Bon. Vous avez bien fait au final. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Alors voilà. Je voulais savoir, c'est une question plutôt pour Karen, comment le printemps allait jouer l'omnicanalité sur la jeune création entre le physique et le digital, sur les jeunes créateurs positionnés luxe. Merci. Donc en fait, effectivement, l'omnicanalité est au centre de nos préoccupations et par l'ouverture du nouveau site, c'est quelque chose de clé. Donc déjà, on a commencé parce qu'on avait justement ces espaces multicréateurs très forts, hein, Maria Luisa au niveau du Printemps Femmes, l'endroit sur l'homme, la sélection 64, le market. Enfin, on a quand même beaucoup d'espaces qui sont réservés avec des positionnements différents à ces jeunes créateurs. Et automatiquement, je dirais quasiment, ces assortiments de marques se sont vus proposer un référencement sur notre site. Donc, quelque part, à partir du moment où on est partenaire, on n'envisageait pas de ne pas les avoir aussi. Est-ce qu'ils auront une place à part pour continuer la question? Est-ce que justement, ils auront une place à part parce que, comme vous leur donnez une place à part dans le magasin? Alors, sur le site, c'est physiquement, c'est là aussi la différence, et c'est ça qui est génial, c'est la différence entre un site, un lieu physique dans lequel on peut faire justement une mise en scène. Voilà, une mise en scène, une valorisation physique avec des espaces architecturaux qui sont différents, etc., pour rythmer. Sur un site internet, c'est un peu différent parce que à la fois on aide la lecture avec des inputs sur les créateurs, leurs différences, leurs origines géographiques, etc. Mais à la fois, le but n'est pas non plus de les mettre dans des cases et de les catégoriser en disant ça c'est les jeunes créateurs, ça c'est les créateurs. Bon. Donc, ce qui est bien aussi sur Internet, c'est quand les choses se mélangent aussi et qu'on a une sorte de mix and match parce que le client s'habille comme ça aussi. Il ne va pas faire forcément un total look dans une marque. Donc, le but pour nous, c'est que les clients soient amenés à découvrir ces nouveaux créateurs et à faire du mix and match. Donc,
Effectivement, l'omnicanalité a été une vraie réalité, ne serait-ce que dans l'approche de ces jeunes créateurs. Et pour eux, c'est génial parce que d'emblée, ils ont un nouveau marché qui s'ouvre alors qu'ils n'ont pas vraiment à faire la démarche. Hein, c'est le printemps qui leur propose. Et en plus, au-delà de ça, on est allé chercher d'autres créateurs. Qui sont alors jeunes ou moins jeunes, qu'on aide plus ou moins selon leur niveau de maturité et qui vont compléter l'offre du site internet. Merci beaucoup. Je suis désolée, il y a plein d'autres questions, mais vous les verrez après parce que l'après-midi continue. Il y a encore plein de choses intéressantes qui vont être racontées sur la communication, sur la création. Je vais vous laisser avec Édouard. Merci beaucoup, Sophie, Thomas, Karen. Merci beaucoup à vous.